Insalubrité et critères de décence d'un bien immobilier. Ici Sophie Vergès, bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors, nous allons parler d'insalubrité, de critères de décence d'un bien immobilier et à quoi évidemment cela va correspondre. Alors, tout d'abord, on va définir, je vais vous rappeler ce qu'est un logement insalubre. Alors, il faut savoir déjà que vous avez à peu près 500 à 600 000 biens immobiliers qui sont considérés comme impropres à l'habitation et qui sont considérés évidemment insalubres. C'est un vrai problème, bien sûr, de santé publique. Alors l'insalubrité, pour vous donner une image, ça va être quoi ? Ça va être une pièce humide, une pièce envahie ou un habitat envahi évidemment par des nuisibles, l'exposition au pion, à l'amiante, de l'eau courante qui ne fonctionne pas, des pièces à vivre sans fenêtre, etc., etc. Donc vous arrivez bien sûr tout à fait à vous l'imaginer. Ça va être aussi des parois qui vont se désagréger, problème d'installation d'électricité, du chauffage qui fonctionne mal ou plus du tout, et des sanitaires évidemment dans un état absolument dégradé. Alors, l'insalubrité, il faut savoir que la définition exacte de la loi, c'est la loi notamment du 13 avril 1850, qui est une vraie loi révolutionnaire, on va dire cela, puisque c'est la loi qui va transformer la ville. En effet, l'origine de cette loi, c'est celle qui va permettre évidemment à faire l'expropriation publique en cas d'insalubrité extérieure, puisque on parle d'insalubrité d'un logement, mais l'environnement proche du logement est évidemment très importante à prendre en compte. Donc cette loi du 13 avril 1850, elle entame évidemment les procédures d'expropriation publique. Donc c'est une loi fondamentale évidemment pour l'amélioration de la santé évidemment des personnes. Alors, cette loi, justement, portant sur cette question, considère que les biens immobiliers qui sont insalubres vont porter atteinte à la vie des occupants, à la santé des occupants d'un immeuble. Alors à cela, le texte ajoute 2 points essentiels. D'abord que l'insalubrité peut résulter notamment d'une mauvaise odeur, un trop grand nombre de personnes dans le logement. C'est ce qu'on appelle bien sûr la suroccupation. Je vous invite à écouter évidemment le podcast sur ce sujet. Et aussi, ça peut être un manque d'air, de lumière, d'humidité ou de saleté, d'immondices, etc., etc. Il faut évidemment que cette insalubrité soit inhérente au bien immobilier, c'est-à-dire dépendre du bien. Deuxièmement, que la cause en soit intérieure, c'est-à-dire défaut d'aération, défaut de jour, donc pas de lumière, l'humidité évidemment du bien immobilier ou extérieur, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un dépôt d'immondices, une stagnation des eaux dans la cour ou dans le passage et une malpropreté évidemment des différents murs, des parties communes, etc., ou des dépendances. Alors, un bien immobilier va être considéré insalubre lorsqu'il est fortement dans un état dégradé, qu'il présente, comme je vous le disais, des risques pour la santé des habitants, mais aussi, et ça c'est très important, pour celle des voisins, d'où l'origine de la loi qui permet du coup l'expropriation. C'est ça évidemment l'origine. L'insalubrité doit
doit également découler de son état ou des conditions d'occupation, mais aussi des expositions aux causes extérieures dans le cadre d'un logement, par exemple, avec une fenêtre donnant sur un local poubelle, eh bien le propriétaire ne peut évidemment pas rejeter la faute sur la commune. Alors, vous le savez, notamment dans certaines communes, eh bien, vous avez des aides financières qui vous permettent justement eh bien, d'apporter un aménagement et de créer, par exemple, un local poubelle. Donc, renseignez-vous, bien sûr. Certaines villes vous aident dans vos travaux de rénovation et dans cette démarche. Alors, quels sont les critères d'évaluation pour dire qu'un bien immobilier est insalubre ou non? Alors, vous allez avoir différents points. Vous allez avoir 6 points notamment. Donc, je vous les rappelle. Il faut bien sûr que le bien immobilier ait un éclairage naturel des pièces principales. Évidemment, il faut des fenêtres avec des ouvrants donnant sur l'extérieur. Excusez-moi. Ensuite, dans la structure du bien immobilier, eh bien, il faut que l'organisation des pièces soit évidemment bien faite, que eh bien, votre appartement soit facile évidemment pour y vivre, que les dimensions et les surfaces notamment soient respectées, je vous les rappelle, 9 mètres carrés pour une personne pour la pièce principale et 16 mètres carrés pour 2 personnes. Avec une bonne isolation thermique, acoustique et évidemment que les surfaces soient dans un état correct. Ensuite, vous devez avoir une bonne aération du bien immobilier avec évidemment un taux d'humidité correct. Quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque, ça va être les installations produisant une combustion, la présence de résidus toxiques dont notamment l'amiante, les peintures au plomb. Et puis évidemment, il faut mettre le bien en conformité pour éviter tous les risques de chute ou de blessure évidemment des occupants. Ensuite, sur les différents équipements, ça sera évidemment le 5e et avant-dernier point. Eh bien, il faut avoir des sanitaires, il faut avoir une cuisine, les évacuations des eaux usées, les EU, que l'eau courante soit potable, accessible, qu'il y ait du chauffage, qu'il y ait une installation électrique correcte, etc., etc. Ensuite, dernier point, il faut évidemment que le bien soit à l'usage d'habitation, qu'il soit entretenu, qu'il soit propre, tenu en bon état, ne pas être suroccupé, c'est-à-dire que le nombre d'habitants ne soit pas trop élevé. Alors, il faut savoir, et ça c'est un point de vigilance évidemment, que lorsque des situations d'insalubrité sont présentes sur un bien immobilier ou sur un immeuble, eh bien ça peut vous amener évidemment à des situations de risque de péril pour les habitants. Donc attention évidemment aux conséquences pour ceci et surtout, eh bien, ça peut coûter très cher aux propriétés. Alors, quelle est la différence entre un logement insalubre et un logement décent? Eh bien, on va le voir. Alors, par nature, eh bien, on explique qu'un logement insalubre est toujours indécent, mais un logement décent n'est pas toujours insalubre. Alors, en réalité, il y a une progressivité dans la notion d'habitabilité qui lie le locataire à son propriétaire, une aggravation par phase rapportée par l'ADIL, ADIL. Vous savez, l'ADIL est un organisme qui vous permet d'avoir des informations gratuites sur vos droits et vos obligations et va d'ailleurs vous proposer des solutions de logement adaptées et aussi accéder à la propriété. Donc, je vous recommande bien sûr de vous rapprocher de cet organisme de votre région pour pouvoir évidemment faire toutes vos démarches. Alors, il y a 6 critères. Eh bien, ce sont lesquels? Eh bien, le premier critère, c'est le mauvais entretien du logement. Ensuite, eh bien, les réparations locatives sont à la charge du locataire. Troisième point, les réparations plus importantes à la charge du propriétaire. Donc, vous voyez, on y va graduellement. Ensuite, justement, eh bien, on parle de logement indécent. 5e point, il y a un manquement à l'hygiène et à la salubrité.
Et le 6e point, eh bien, c'est l'insalubrité, le péril des occupants. Voilà, donc ces notions, vous pouvez bien sûr les retrouver sur le site de l'ADIL, ADIL. Alors, les indices de critères d'indécence d'un bien immobilier ont été définis par la loi SRU, la loi de solidarité renouvellement urbain. Je vais vous citer bien sûr les plus importants. Cette loi d'ailleurs, pour mémoire, aide à l'amélioration du droit de l'urbanisme et du logement. Alors, les critères de décence d'un bien immobilier, c'est quoi? Eh bien, la surface habitable doit être d'au moins 9 mètres carrés avec une hauteur sous plafond de 2,20 mètres pour un volume habitable total de 20 mètres cubes. C'est une règle évidemment essentielle à connaître lorsque l'on est investisseur. Ensuite, eh bien, il faut avoir des installations et des raccordements d'électricité, de gaz, de production d'eau chaude sanitaire, ECS, conformes évidemment aux normes de sécurité en vigueur, en bon état d'usage et de fonctionnement. Ça paraît logique, mais c'est toujours bon de le rappeler. Ensuite, eh bien, vos pièces principales doivent bénéficier d'un éclairage naturel suffisant. Vous devez avoir des dispositifs d'ouverture, c'est-à-dire des fenêtres avec des ouvrants, ce qu'on appelle les ouvrants. Le dormant, c'est l'entourage de la fenêtre, ou c'est quand la fenêtre est fixe et que vous avez une vitre, ça s'appelle un dormant. Mais les ouvrants, comme son nom l'indique, c'est que ça s'ouvre. Ce qu'on appelle souvent d'ailleurs l'ouvrant à la française, c'est quand vous tournez la poignée et que la fenêtre s'ouvre évidemment à l'intérieur de vous. Sinon, vous avez l'ouvrant oscillobattant, c'est-à-dire que la fenêtre se penche vers vous et qu'il n'y a que l'ouverture sur la hauteur et non à la française. Alors, une bonne ventilation, bien sûr, et une bonne aération du logement et un fonctionnement de tous ces équipements. Ensuite, il faut bien sûr, selon le type de bien immobilier, par exemple que vous ayez des garde-corps sur les fenêtres pour protéger les habitants et éviter les chutes, notamment dans les étages. Évidemment, vous avez toujours un garde-corps sur les fenêtres, une rampe sur les escaliers, c'est très important, il n'y en a pas toujours, une voire deux bien sûr. Où évidemment les balcons sont protégés, ça paraît évident. Alors, dernier point, il faut également, pour que le bien immobilier soit décent, que les matériaux de construction et de revêtement ne présentent pas de risque de sécurité, pour la sécurité évidemment, et la santé des occupants. Vous savez, souvent, on voit sur les façades des bouts de parement de la façade qui tombent, donc évidemment, ça c'est très dangereux, il faut absolument faire le nécessaire. Alors, évidemment, votre locataire, si vous êtes investisseur ou si vous-même vous êtes locataire, vous pouvez demander à votre propriétaire de réaliser les travaux de réhabilitation nécessaires à la remise en état et remise dans les critères de décence du bien immobilier ou qu'il réduise bien sûr le montant du loyer. Alors, la décence est évidemment l'étape qui précède l'insalubrité puis le péril. Donc, la mise en conformité est relativement simple lorsqu'il manque quelques critères de décence pour le propriétaire et les moyens de protection pour le locataire sont très nombreux. Alors, vous avez des démarches à suivre pour, évidemment, si vous êtes locataire, il va falloir faire des signalements, par exemple, à votre commune. Vous avez un service communal qui est souvent dédié pour l'hygiène et la santé, ça s'appelle le SCHS, ou par exemple l'Agence régionale de la santé. Vous pouvez tout à fait les contacter et faire votre démarche. Ensuite, il y aura un rapport. Si le rapport est concluant, il y aura une procédure. Ça va passer par le préfet, puis une commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Et ensuite, évidemment, le propriétaire va devoir faire les travaux puisque selon évidemment l'avis de cette commission, le préfet va pouvoir évidemment émettre un arrêté d'insalubrité rémédiable, c'est-à-dire que les travaux peuvent être réalisés ou irrémédiables,
irrémédiable si évidemment le logement ne peut plus être proposé à l'habitation, y compris après des travaux de rénovation. Donc, quel que soit de toute façon l'arrêté, le propriétaire est prévenu, bien sûr. Donc, si vous avez un doute en tant que locataire, vous pouvez aller sur le site habiter, habiter.org, pour évidemment faire toutes vos démarches. Alors avant de terminer ce podcast, je vous remercie bien sûr de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Nous pouvons échanger bien sûr sur votre projet. Donc vous avez notamment le groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, vous avez TikTok, mon compte TikTok et bien sûr, vous le savez, je fais des lives aussi sur mon groupe Facebook, mais aussi sur Clubhouse. Allez, maintenant on va aborder quelles sont les conséquences de l'insalubrité pour le bailleur. Alors les conséquences évidemment pour le propriétaire fautif, c'est que ça c'est des conséquences financières bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc il va falloir bien sûr faire les travaux pour rendre évidemment le bien immobilier habitable et tant que les travaux ne sont pas réalisés, évidemment, forcément vous ne pouvez pas habiter dedans. Donc si c'est irrémédiable ou que les travaux coûtent trop cher, le propriétaire va devoir évidemment de toute façon reloger le locataire. Le propriétaire peut faire l'objet évidemment de poursuites pénales, se voir infliger une lourde amende et il est également évidemment, comme je viens de vous le dire, obligé de reloger le locataire. Alors si vous vous retrouvez en tant que propriétaire dans cette situation-là, vous pouvez contacter l'Agence nationale de l'habitat, l'ANAH, NAH, qui va vous proposer notamment des aides pour subventionner certains travaux. Donc, ces aides vous seront accordées sous certaines conditions pour pouvoir vous soulager, évidemment, financièrement, et d'autant plus, évidemment, si vous devez rembourser un crédit immobilier. Donc, voilà. Écoutez, c'était tout pour ce podcast. J'espère que cela vous aura éclairé sur les notions d'insalubrité et de décence d'un bien immobilier. Bien sûr, vous avez tous les textes de loi sur le site Légifrance, L-E-G-I France, pour évidemment les relire, les lire, vous accompagner évidemment sur votre projet. C'est très important de connaître évidemment la législation en vigueur. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie évidemment de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et au plaisir d'échanger ensemble. Bye bye, portez-vous bien. Bon projet immobilier.